Qui est mort, qui est né, c'est le jour du jour. Que s'est-il passé aujourd'hui dans l'histoire? Qui est mort, qui est né, que s'est-il passé aujourd'hui? Apprenons et cultivons-nous. Oh là, bah non, mais là, l'intro, c'est quand même le mieux. Pourquoi on peut pas mettre une autre qualité que 1080? C'est Twitch. Dean, moi, la réponse que j'ai, c'est que c'est Twitch, mais ça me paraît bizarre parce que des fois c'est pas Twitch, des fois c'est Twitch, des fois vous l'avez, des fois vous l'avez pas. Est-ce que c'est moi qui ai coché un truc bizarre? Je ne crois pas. Bref. Bonjour Triple Bus, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre. C'est donc une fête importante en Belgique. Et donc pour cela, nous allons écouter Yves Le Terme qui chante, ancien Premier ministre belgique, qui chante l'hymne belge à la télévision belge. Hop. Ces lois auxquelles assistait aussi Yves Le Terme, le formateur, probable futur Premier ministre. L'occasion de lui poser quelques questions sur la Belgique et son histoire. Les réponses sont assez déconcertantes. Reportage Jean-Michel Wanlin et Christophe de Borsu. Le Tédéum lance traditionnellement la fête nationale. Selon un sondage, un Belge sur 5 sait pourquoi cette fête a lieu le 21 juillet. Parmi les ignorants... Alors, est-ce que vous savez pourquoi la fête nationale de Belgique, c'est le 21 juillet? Les Belges du chat. Est-ce qu'il y a des Belges? Est-ce que vous savez? Le probable futur Premier ministre de Belgique. Il paraît que les Belges ne connaissent pas bien la Belgique. Est-ce que vous savez pourquoi on fête le 21 juillet, C'est je crois, la proclamation de la Constitution. Non, c'est pas la proclamation de la Constitution. Autre chose, c'est un rapport avec Léopold Ier. Pardon? C'est un rapport avec Léopold Ier. Ça doit être la désignation de Léopold Ier. Prestation de serment. Prestation de serment, voilà. Oui, c'est le lendemain. C'est le couronnement de Léopold Ier de Belgique, le 21 juillet 1831. Mais, attendez, parce que bon, là, vous dites, ok, le futur Premier ministre de Belgique, il se ridiculise un peu. C'est pas fini. Et la Brabançonne, vous la connaissez? Un peu, oui. Vous connaissez la Brabançonne? L'hymne belge, est-ce que vous le connaissez? Vous le connaissez, le chat, l'hymne belge? Bah, regardez, lui aussi, il le connaît. Allez-y. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... C'est vraiment la Brabançonne, ça. Pardon? La Brabançonne, c'est vraiment ça. Oh, je sais pas. Yves Le Terme a-t-il voulu plaisanter? Pas sûr. Alors, les Belges, bon, comment ça, enfin les Belges. Alors aujourd'hui, ça va peut-être un peu mieux, mais c'est vrai que c'est dur, quoi. C'est dur la Belgique. Hein, quand votre Premier ministre il chante la Marseillaise, c'est bien étrange. Alors en fait, ce qui s'est passé, tout commence ici, le 25 août 1830. Et bah oui, dans ce théâtre. En fait, depuis 1815, la Belgique, depuis 1815, les Pays-Bas, le Royaume-Uni des Pays-Bas, a été créé sur les cendres des Provinces-Unies et des Pays-Bas espagnols ou autrichiens, enfin plutôt autrichiens, au congrès de Vienne après les conquêtes de Napoléon. C'est un État qui permet... Ok, alors, ils n'ont pas les bonnes dates. Enfin, ils ont 1816. Hop. Voilà. Donc tout ça, tout ce qui est en orange, c'est le Royaume-Uni des Pays-Bas avec plein de provinces qui permet de faire un État assez puissant au nord de la France et de pouvoir contrôler la France, parce qu'après 1815, c'est la France qui est vraiment qui fait peur à toute l'Europe.
Sauf que dans les Pays-Bas, de ce moment-là, il y a des gros problèmes. Il y a des problèmes entre la population méridionale, ça veut dire le sud, et la population septentrionale, ça veut dire le nord. Au nord des Pays-Bas, ils sont protestants. Ils parlent néerlandais. Ils sont plutôt austères, ils ont une culture vraiment... la culture protestante, presque un peu comme vous voyez les Américains puritains, tout ça, etc. Et au sud, les méridionaux, ils sont catholiques, un peu plus latin, quoi. Un tempérament un peu plus bon vivant, ils parlent français pour la majorité, et puis bon, ils sortent au théâtre, ils sortent dans les rues, ils font beaucoup de choses. Bonjour Rajboul. Ah bah on parle de Belgique, oui. En France, si tu es un exilé et que tu connais pas la proportion de daltoniens dans la numération d'armentière, on te refuse le permis de séjour. En Belgique, tu peux rien connaître à l'histoire de ton pays. Bah, ça dépend de comment tu apprends l'histoire de ton pays, quoi. Et donc, dans ce théâtre, le 25 août 1830, il y a une pièce de théâtre qui est donnée. Donc c'est le théâtre de la Monnaie, à Bruxelles. Il y a une pièce de théâtre qui est donnée, en même temps c'est normal dans un théâtre, c'est même un opéra. L'opéra qui s'appelle La Muette de Portici. La Muette de Portici, c'est un opéra qui a été écrit par un certain Aubert, qui raconte le soulèvement des Napolitains contre leurs oppresseurs espagnols au XVIIe siècle, dans les années 1600. Et cette histoire d'un peuple oppressé par une puissance étrangère, ça résonne beaucoup dans les cœurs catholiques et francophones du sud des Pays-Bas. Bonjour Kiwimox. Alors, quand vient le vers suivant: Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté, eh bien, le public se met à le chanter à tue-tête. À tel point que, même après la fin de l'opéra, le public fait corps et sort du théâtre et va chanter dans les rues, rameute les gens, et les gens chantent l'opéra dans la rue avec ces paroles: Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté. Et ça fait craindre à des débordements, des émeutes. La police tente de calmer les gens qui sont bruyants. Ça ne fait qu'envenimer les choses, et donc une émeute se déclare. La bourgeoisie bruxelloise se réunit dans l'hôtel de ville, et il se parent des couleurs actuelles de la Belgique: le noir, le jaune et le rouge, le tricolore. Alors le tricolore, c'est pour faire référence à la Révolution française, voilà. Il réclame que la Belgique soit non pas indépendante à ce moment-là, mais ait un particularisme, une autonomie, que la façon de gérer les Pays-Bas du Nord soit différente de gérer les Pays-Bas du Sud. D'avoir deux gouvernements, un peu comme aujourd'hui on a en Belgique avec les Flamands et les francophones, et les Wallons par exemple, et les germanophones aussi. Donc il réclamait ça. Sauf que le roi des Pays-Bas, Guillaume Ier d'Orange-Nassau, fait la sourde oreille. Il répond à rien. Voilà, il laisse la situation s'envenimer pendant un mois. Il y a des insurrections qui sont menées du coup à Liège, à Namur. Il y a des insurrections qui sont menées même à Anvers, qui sont menées à Ghent. Bon. Il commence à y avoir des trucs un peu partout. Même le 24 septembre, il y a des barricades qui sont levées, qui sont mises dans Bruxelles pour prévenir l'arrivée de troupes nordiques, de troupes protestantes et de troupes du roi. Le 23 septembre, pardon. Et le 24 septembre, en défiance au roi, les Bruxellois forment un gouvernement provisoire, autonome du roi. Finalement, le 4 octobre,
Esmarildan Alors, Mourad. puisqu'on ne se connaît pas, Sylvain, Thomas, tous les nouveaux, Audi, Andy, présentez-vous. Présentez-vous. Merci Esmarildan. Bonjour, bienvenue. Vous pourrez peut-être nous aider à savoir pourquoi sur le tableau il y a un 13-12 qui a été inscrit avant qu'on arrive en classe. Il y a un élève qui est rentré dans la classe avant et qui a écrit 13-12 sur le tableau. On commence à les connaître ceux-là. Ah bah ils nous raident tous les jours, donc forcément vous commencez à les connaître. C'est juste la classe d'avant quoi. C'est la classe de marche et la classe de balade. C'est ceux qui font du sport à l'école, vous voyez. Alors que vous êtes ceux qui sont là depuis 9h, vous êtes la classe des gens qui font pas de sport. Faudrait que je mette un bruit de chaise qui se tire quand Esmarildan y raid. Voilà, les chaises qui se tirent dans la salle, ça serait horrible. Cours militaire sportif du matin avant les cours, oui c'est vrai. Le 13 août, c'est sûrement en soutien aux victimes de violences policières hier à Bruxelles. Très sûrement. Vous savez qu'ici, on adore les violences policières. Bonjour Luxi, bonjour à tous. On était en train de raconter l'histoire de l'indépendance de la Belgique. Et voilà, donc après tous ces événements, le 4 octobre 1830, le gouvernement provisoire belge, du coup, déclare unilatéralement, c'est-à-dire que il le déclare sans que les autres intéressés, notamment les Pays-Bas, n'acceptent l'indépendance d'un État qui s'appelle la Belgique. Alors on fait référence en tant que Belgique à un vieux territoire, à une vieille dénomination. Belgique, ça voulait pas dire grand-chose. C'est une vieille dénomination qui nous provient de l'époque antique, de l'époque de la Gaule belgique. Qui signifiait le nord de la Gaule aujourd'hui. Alors la Gaule belgique, ça contenait Amiens, Lille, la Belgique, les Pays-Bas, Reims, tout ça. C'était assez grand, c'était assez large. Mais voilà, ils se mettent à cet endroit-là, ils appellent ça la Belgique. Le 21 juillet 1830, c'est Léopold Ier qui est choisi pour devenir roi des Belges. Mais alors, il faut savoir que ça s'est pas fait pacifiquement. C'est une guerre d'indépendance qui s'est déroulée après. La Belgique a dû défendre son indépendance face aux Pays-Bas. Il y a eu 3 ans de guerre qui a été remportée par la Belgique contre les Pays-Bas, et c'est pour ça que la Belgique est indépendante. Si les Pays-Bas avaient gagné militairement, l'histoire aurait été tout autre. Du coup, après 3 ans, en 1833, les Pays-Bas acceptent finalement l'indépendance de la Belgique. Bravo. Bravo la Belgique. On sait même pas écouter la Bourbonson. Je la mettrai en fin de stream. C'est à cause des Anglais qu'on s'est tapé l'allemand. C'est vrai qu'il était allemand. Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, un Allemand, roi de Belgique, parce que c'était une famille plutôt neutre, entre guillemets. C'était pas la famille de France, c'était pas les Habsbourg, c'était pas les Espagnols, c'était pas les Anglais. Donc voilà, fallait mettre une famille un peu indépendante, qui allait pas renverser l'équilibre des pouvoirs en Europe. Merci Emmuleur de couche. Très beau pseudo pour le follow. Merci. 1853. On change d'horizon. On va s'amuser. On va s'amuser en Crimée. Le 4 octobre 1853, c'est le début de ce qu'on appelle la guerre de Crimée. Alors la guerre de Crimée, c'est une affaire qui concerne la France
qui concerne les Pays-Bas, qui concerne le Royaume-Uni, qui concerne l'Empire ottoman, la Russie et la Savoie. Et oui. Le Piémont-Sardaigne. La Savoie. Et oui, la Savoie. La Savoie, ici, vous savez, le royaume de Sardaigne, en bleu, était indépendante. La Sardaigne, plus la Savoie, plus le Piémont, donc toute la région de Turin, était indépendante. Et, alors, pour des raisons de suçage de la France, le royaume de Sardaigne s'est engagé dans la guerre contre la Russie. Parce qu'en fait, le royaume de Sardaigne était engagé dans ce qu'on appelle le Risorgimento, c'est-à-dire la réunification de l'Italie. Il y a un sentiment national italien qui était développé depuis la Révolution française, et le grand ennemi, c'est l'Autriche qui oppresse les Milanais et les Vénitiens. Alors, l'Autriche est aussi un danger à la frontière de la Sardaigne, donc les Sardines s'allient à la France pour sucer les Français, pour que les Français disent bon bah vous nous avez aidés, on va vous aider en retour. Et c'est ce qui se passera plus tard, dans les années 1860, la France aide le royaume de Sardaigne dans sa guerre contre l'Autriche. Alors la guerre de Crimée, c'est autre chose. Bonjour Babylonia. La guerre de Crimée, c'est une affaire entre, à la base, l'Empire ottoman et la Russie. La Russie, depuis des centaines d'années, veut un accès à un port directement sur la Méditerranée. La route la plus courte, si vous regardez bien, c'est ici. Alors, prétexte est pris par les Russes d'aller aider les Grecs orthodoxes, d'aller aider des populations grecques orthodoxes opprimés dans l'Empire ottoman, pour déclarer la guerre et avancer vers le sud et prendre des territoires à l'Empire ottoman. Sauf que, on est au 19e siècle. Et au 19e siècle, il y a quelque chose qu'on appelle l'équilibre des pouvoirs. Or, en Europe, depuis Metternich, depuis 1815, dont on a déjà parlé avec l'indépendance de la Belgique, eh bien, il ne peut y avoir deux pays qui seraient trop puissants. Il y a un espèce d'accord entre toutes les puissances européennes que si un pays devient trop puissant, par exemple l'Autriche, eh bien les autres pays vont s'associer pour lui bolos la gueule, jusqu'à ce que le pays revienne dans les ordres, comme ils ont fait pour la France pendant la Révolution. Bon ben là c'est la Russie qui commence à poser problème, parce que la Russie est en train de s'étendre, vous voyez, s'est étendue jusqu'au bout, elle est en train d'arriver en Alaska, la Russie a des vues sur la Chine, la Russie est en train de s'étendre aussi dans le pays d'Estan, ici, et commence à menacer en Afghanistan, la Russie menace en Iran, et alors du coup, bon, là, la Russie, ça commence à être un peu chiant. À un moment, vous allez vous calmer, les Russes. On va pas vous laisser l'Empire ottoman tranquillos, comme ça. Alors, en parlant de tranquillos, ça finit comme un mot grec. Et pourquoi la France s'engage aussi? Parce que à Jérusalem, les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes, oppressent un peu les chrétiens catholiques. Et donc, voilà, il y avait une concurrence entre la France et catholique et la Russie orthodoxe devait protéger les chrétiens en Palestine. C'est l'une des raisons pour laquelle la France s'engage. Alors, voilà, à partir de 1853, du 4 octobre, la Russie attaque
l'Empire ottoman, et à partir de 1854, les premières attaques de la Russie sur l'Empire ottoman ne sont pas couronnées de succès, et donc à partir de 1854, des troupes anglaises, françaises, sardes, débarquent en Crimée, et c'est là où se passe la majeure partie des combats, donc on appelle la guerre de Crimée, qui dure jusque 1856. Alors, la guerre de Crimée, c'est une guerre assez violente. On connaît certaines batailles, le siège de Sébastopol, boulevard Sébastopol à Paris, la bataille de l'Alma, le pont de l'Alma, la colline de Malakoff, la ville de Malakoff aujourd'hui à Paris. Ce ne sont que quelques exemples de noms de cette guerre de Crimée qui sont aujourd'hui inscrits dans le paysage français et dans le paysage parisien. Les conditions étaient affreuses, maladie, froid, faim, la Croix-Rouge, c'est à cause de ces guerre de Crimée et guerre de sécession que la Croix-Rouge a été créée plus tard. La guerre de Crimée, c'est aussi la première guerre où on a des photos. C'est la première guerre où on a des photographies. Soit de champs de bataille, soit de camps, soit de camps militaires. Ça, c'est un champ de bataille après l'utilisation de boulets de canon. Vous voyez tous les boulets de canon qui ont été tirés? C'est des boulets, des vrais boulets, pas des obus. Vous voyez les boulets? Ça, c'est ce sur quoi il se trimballait, le photographe, pour suivre l'armée. Il y a d'autres photos, peut-être que je peux vous montrer. Il y en a sûrement qui seront là. Vous voyez? Des photos de soldats ottomans. C'est des soldats ottomans de la guerre de Crimée. Vous avez là des gens qui sont nés, c'est des photos de gens qui sont nés dans les années 1820. Un cavalier britannique en 1854. Des officiers français avec un zouave, dont on a vu la création il n'y a pas longtemps. Il y a celle-là, le camp de Balaklava, un camp britannique. Donc vous voyez, ça c'est comment s'installait une armée au 19e siècle. Bon ben, ça prenait de la place quoi. Ça prenait de la place. Il y a au centre les officiers, les soldats dans les tentes blanches autour. Enfin, c'est toute une logistique quoi. Il y a les charrettes, il y a les entrepôts, enfin... Et ça, c'est des trucs qu'on connaît grâce à ces photos. Une cantinière française, donc il y a même des femmes qui ont participé. Vous voyez qu'ici, elle a un martinet parce que elle est avec des zouaves. Donc du coup, des zouaves, c'est des étrangers. Là, il y a une crique, le port de la Balaklava pour les Britanniques, pour ravitailler. Voilà, des choses... Et ça, c'est l'après. L'après une bataille. L'après d'une tranchée, la photo d'après une tranchée, d'une tranchée d'après la bataille de Sébastopol, quand Sébastopol a été prise. Oui, parce qu'il y avait déjà des tranchées à cette époque-là. Ils envoyaient des femmes à la guerre, ils envoyaient des femmes en tant que cantinières, faisaient la cuisine. Après, elles avaient d'autres rôles, mais pour ça, je vous recommande de regarder une vidéo de Rivenzi sur les soldats napoléoniens. Et aussi une vidéo de Sur le champ, sur les femmes dans l'armée napoléonienne. Ça se complète. Celle de Sur le champ, elle est très très bien. Et le photographe, du coup, celui qui a fait la majeure partie des photos qui sont envoyées en Europe, en Angleterre et en France, qui ont été publiées dans les journaux, il s'appelle Roger Fenton.
Roger Fanton. C'est Louis. « 1898, naissance. Enfin, naissance. Début des travaux à Paris pour le métro. Ça fait très longtemps qu'à Paris, on a l'idée de transport avec le chemin de fer. En fait, l'idée, elle vient depuis les années 1840, où on avait commencé à étudier la possibilité de faire ça, mais ça avait toujours été repoussé, annulé, arrêté, bref. Un truc où on vous dit, bon bah ça se fera, et puis ça se fait jamais. Sauf que là, pour l'exposition universelle de 1900, eh bien, le pouvoir parisien et la France veulent montrer quelque chose de technologique, quelque chose de nouveau, un moyen de transport révolutionnaire. Et donc, après le métro de Londres, qui est installé depuis un petit moment maintenant, les premiers métros aux États-Unis aussi, bon bah la France, il est temps que la France se dote d'un métro. Alors, on commence à creuser à Paris, notamment on va creuser sous la rue de Rivoli, on va creuser après plus tard sous l'île de la Cité, on va creuser tout Paris pour faire un métro qui va s'étendre à partir de 1898 jusque partout quoi. On continue encore aujourd'hui à creuser des métros, des lignes de métro, des tunnels. Alors au début, le métro de Paris avait des règles bien précises pour être mis en service. Il y avait un certain écartement des rails, un certain angle, un certain type de wagon, etc. Pourquoi ? Et de locomotive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le but, c'était... Il y avait une raison militaire à ça. C'est qu'on ne voulait pas qu'une armée étrangère, ou qu'une armée puisse rentrer dans Paris avec des trains. Donc en fait, en mettant des règles bien spécifiques pour le métro de Paris, ça faisait que si jamais des gens voulaient rentrer en train dans Paris, mais il aurait fallu changer de train. Donc ça aurait été bien compliqué quoi. Ça aurait été chiant. Bonjour Betravier, bonjour Chiro. Voilà l'une des raisons pour lesquelles le métro de Paris était différent en termes de rails. Aujourd'hui ça a été un peu changé, bien évidemment, avec les RER, avec tous les trains qui partent et qui sortent de Paris. On n'en est plus là. En même temps, rentrer à Paris en train en tant qu'une armée, bon hein. Des gens armés, pas que des gens armés, juste des armées. Par exemple, l'armée allemande. L'armée allemande qui était à deux doigts de rentrer dans Paris en 1870. On est à peine 30 ans après 1870 et la défaite française où il y a eu le siège de Paris. Donc il faut mettre ça dans sa tête, il faut comprendre que c'est quelque chose de marquant. S.H. Hierro, c'est son nom. « 1957. Si je vous fais bip, 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 qu'est-ce que ça vous dit ? Spoutnik. Spoutnik, pas Astérix. Astérix, c'est le français. Non. Spoutnik, effectivement, 4 octobre 1957. C'est la mise en orbite par l'URSS du premier satellite artificiel humain de la Terre. Alors Spoutnik en russe, ça signifie compagnon de voyage. Je l'ai marqué Spoutnik. Spoutnik, ça signifie compagnon de voyage. Et c'était une boule, majoritairement une boule,
de 83 kg, 60 cm de diamètre, et on l'a envoyé à 900 km au-dessus de la Terre. Alors pourquoi l'URSS a été la première? Parce que l'URSS a récupéré déjà les travaux des nazis sur les V2. Une bonne partie, on connaît Werner von Braun qui est parti, qui a été récupéré par les Américains, mais côté soviétique, il y a eu plein d'autres scientifiques allemands qui ont été récupérés et on leur a dit vous travaillez pour les soviétiques ou on vous tue. Donc du coup ils ont travaillé pour les soviétiques. Et aussi, ils ont profité du travail d'un ingénieur, un ingénieur de génie, Sergueï Korolev, qui dans les années 40 était au goulag, parce qu'il n'était pas assez soviétique, mais il était tellement fort en tant qu'ingénieur que un certain Tupolev, donc Tupolev, les avions Tupolev, un certain Tupolev a fait pression auprès du gouvernement, auprès du Parti communiste et auprès de Staline pour sortir Korolev du goulag et le faire travailler sur les fusées et sur l'aérospatiale. Bien leur en a pris, parce que Korolev a permis à l'URSS d'être le premier pays au monde à envoyer quelque chose en orbite. Alors, quand l'annonce de l'envoi de Sputnik en orbite a été faite, et de cet exploit scientifique, bonjour Laurette, eh bien, ça a été la panique aux États-Unis. Les médias américains ont développé une rhétorique de peur. La peur que l'Union soviétique étant capable d'envoyer des trucs dans l'espace, eh bien l'Union soviétique enverra pour sûr des bombes nucléaires dans l'espace pour tomber sur les États-Unis. Ah bah bien sûr, c'est directement l'application qui était voulue par les soviétiques. From Sputnik to bombe nucléaire, il n'y a qu'un pas. Alors on développe une rhétorique de la paranoïa, une rhétorique de compétition, et effectivement les États-Unis vont se lancer dans la compétition, dans la conquête de l'espace, la course à l'espace d'autant plus fort. Pour les soviétiques, 1957, le 4 octobre 1957, et Sputnik, ça permet d'effacer un peu aux yeux du monde, par cet exploit scientifique, la mauvaise presse qui leur avait été faite en 1956 avec l'insurrection de Budapest en Hongrie, qui avait été réprimée dans le sang avec l'armée rouge qui envahit la Hongrie pour calmer des étudiants un peu récalcitrants. La course à l'espace, définitivement lancée, se poursuit avec une nouvelle victoire soviétique et l'envoi de Laïka, puis l'envoi de Gagarine en 1961 dans l'espace. Il va faire quelques petits tours de la Terre et revenir vivant. C'est un exploit, le premier homme qui part dans l'espace, Yuri Gagarin. Puis, très vite après, les Américains vont envoyer des hommes dans l'espace, mais ils ne sont pas les premiers. Et en 1965, en 62, ils envoient la première femme, Valentina Tereshkova. Tereshkova, je sais plus. Terenkova, un truc comme ça. Tereshko, je sais plus. En 1965, l'Union soviétique, nouvelle première, fait la première sortie extravéhiculaire. Un homme sort de son véhicule spatial pour aller dans l'espace. Juste dans sa combinaison de cosmonaute. C'est une première soviétique. Après, les Américains, sous l'impulsion de Kennedy notamment, vont mettre énormément d'argent et de moyens humains dans la conquête de l'espace jusqu'au 21 juillet 1969, où Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. À Laïka, c'est affreux ce qui s'est passé.
Mais tous les animaux, hein. Nous, la France, on a envoyé un chat. Voilà, hein, les animaux ont servi de test. De test pour les humains. Alors, je le répète, faut absolument que je termine le stream avant 11h. Donc, on va aller vite. Voilà, aujourd'hui, il y a des choses à faire. Demain, je streamerai sûrement le soir. Mais il y a des chances que ce soit pas du jour. On verra. Peut-être qu'on essaiera de s'arranger si vous êtes chaud pour faire une soirée commu. On va essayer d'organiser ça. Parce que voilà, je suis occupé ce week-end. Bonjour Tommy. Tommy le communiste. Hier j'ai dit qu'il était facho, aujourd'hui je dis qu'il est communiste, comme ça. Peut-être qu'un jour il va se retrouver en Macron. Et oui, le premier homme qui a fait la sortie extravéhiculaire, c'est Alexei Leonov. J'avais oublié de vous le dire. Bonjour Ladri. Demain pour mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai que demain c'est mon anniversaire. Un bon dimanche soir. On retourne aux Pays-Bas. Et oui, aujourd'hui c'est un petit peu les Pays-Bas. On reste aux Pays-Bas. Enfin, les Pays-Bas, la Belgique, tout ça quoi. Bonjour madame, mais non, c'est pas vous qu'on veut voir. On va aux Pays-Bas, donc là on était à Bruxelles. Les Pays-Bas qui, en 86, pardon. C'est pas le 8. En 1986, les Pays-Bas terminent la plus grande œuvre d'ingénierie de l'histoire. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Des barrages, des polders, bah c'est tout ça. C'est tout ça, en fait, en 1953, il y a eu un raz-de-marée aux Pays-Bas. Un raz-de-marée, alors comme on a eu plusieurs dans l'histoire, jusque dans les années 1980, voilà, jusqu'en 1980, les Pays-Bas, vous regardez en fait dans les annales de l'histoire, très souvent, à partir de l'automne, il y a des raz-de-marée. Pourquoi ? Parce que c'est le moment des tempêtes. Et les tempêtes, ça fait quoi ? Ça fait des ondes de tempête. Et les Pays-Bas étant un pays extrêmement plat, extrêmement bas et parfois sous le niveau de la mer, il y avait assez souvent des raz-de-marée et des inondations. Or, l'inondation de 1953, elle a causé la mort de 1800 personnes, 70 000 personnes déplacées, 11 000 têtes de bétail noyées, 4500 maisons détruites. Donc bon, une grande catastrophe. On fait appel, le gouvernement des Pays-Bas fait appel à des ingénieurs, dirigés notamment par un certain Johan van Veen, qui imagine un plan en 1953 de travaux sur 30 ans pour créer des digues, des ponts, des polders, des canaux, des déviations de l'eau, de la mer, pour sécuriser les Pays-Bas. Et aujourd'hui, eh bien, ça a été terminé en 1986. Il y a eu plusieurs ajouts en 97 et puis dans les années 2010. Mais globalement, alors c'est ce qu'on appelle le plan Delta. Le plan Delta, voilà. Et ce sont tous ces ouvrages. Ah ben, marrant. Tout ce que vous voyez là, le Mestland. Donc ça c'est une digue. C'est un truc qui peut se fermer dans la mer, vous voyez. Ici c'est des ponts. Le Phillips Dam, donc c'est un barrage. Zandkreek Dam, il y a un tunnel sous l'Escaut. Tout ça a été fait en 30 ans, entre 53 et 86. Il y a eu un effort monumental de la part des Pays-Bas pour
pour se prémunir de potentielles ondes de marée et de raz-de-marée à cause de la mer. Alors effectivement, du coup, on a certaines embouchures qui ont été bouchées, donc l'embouchure du Rhin, ici, la 29, ceci est un barrage. Voilà, ceci est un pont. Il y a un barrage quelque part. Mais voilà, l'eau est bloquée à certains endroits, comme vous pouvez le voir ici, assez plus haut. C'est le Haringvliet Dam. Haringvliet Dam. Haringvlietstuizen. Vous voyez, là on est sur un barrage. C'est un barrage qui coupe le Rhin de la mer. Il ne reste plus qu'un passage, un petit passage sur l'Escaut, ici. Et quelques autres passages. C'est bien fait. Oui, bah c'est l'ingénierie des Pays-Bas, quoi. Est-ce qu'on va dans les personnes qui sont nées? Qui est né en 1289. Un roi de France. Alors, il n'a pas eu un règne très très long, mais il a quand même eu le temps d'avoir un surnom. Il fait partie de ces rois qui sont dans la lignée des rois maudits. Donc, vous savez, à partir de Philippe Auguste, qui a fait brûler Jacques de Molay, le Templier. Le Templier Jacques de Molay aurait prononcé une malédiction contre la famille royale sur 13 générations. On va directement dans les personnes qui sont des... Oui, bah tu vas voir en plus, il a dit... Oui. La digue du Cleu. Tu veux savoir si... Jolly Miller. Tu veux savoir si la digue du Cleu. La digue... Uccle. Est-ce qu'il y a une digue à Uccle? Alors ça m'étonnerait quand même parce que on est à Bruxelles. Alors bon. Alors il y a une piscine. Alors peut-être qu'ils ont fait une digue dans la piscine, je ne sais pas. Mais ça risque d'être tendu, quoi. Alors peut-être que sur le Linkeby, peut-être qu'il y a une digue sur le Linkeby. Mais j'en doute. La rue de Perck. Ah oui, c'est un tout petit fleuve, hein, le Linkeby. Hein. Il est là-dedans, hein. Ah oui, c'est un canal en fait, le Linkeby. Ça plante. Putain, c'est le Mi 80p qui plante. « 1289. La naissance d'un roi de France. Fils de Louis-Philippe, d'ailleurs. On a parlé de Philippe le Bel, pardon. Fils de Philippe IV le Bel. Philippe IV qui avait commencé à centraliser le royaume, notamment sur les questions fiscales. Ce n'est pas Louis VII. Les questions fiscales qui avaient un peu énervé les seigneurs, notamment un seigneur qui s'appelait Enguerrand de Marigny. Qui va mener plusieurs révoltes, plusieurs tentatives de révolte contre le roi. Sauf que Philippe le Bel est assez puissant. En plus, il a réglé le problème des Templiers. Donc, voilà, il a une certaine aura. On a eu une bonne tempête hier soir. Il a plu toute la nuit aussi. Et il pleut encore aujourd'hui. Il venait de la Manche, Enguerrand de Marigny.
Il est né à Lyon-la-Forêt, dans l'Eure. Voilà. Sauf que, en 1314, Philippe le Bel meurt. Il laisse la place à son fils. Son fils qui est né en 1289, donc qui a 25 ans. Son fils s'était marié en 1305 à une dame qui s'appelle Marguerite de Bourgogne. Et il y a eu un problème, c'est qu'elle a eu une fille, Jeanne de Bourgogne. Du coup, Jeanne, la fille du roi de France, en 1314. Mais, coup dur, Marguerite de Bourgogne est une femme adultérine. C'est-à-dire que elle a été couchée ailleurs qu'avec le roi. Bonjour Glycine. Et ça s'est su. Ça s'est su. Donc le roi, il a fait quoi? Il a demandé au pape de répudier sa femme et de divorcer. Et le pape lui a donné raison. Alors, il a épousé une nouvelle femme, Clémence de Hongrie. Entre-temps, il a mis en prison Marguerite, qui l'avait trompée, et Marguerite, elle meurt en 1315 en prison. Alors je ne sais pas dans quelles conditions il l'avait gardée en prison, mais pour qu'elle meure en prison en 1315, la pauvre, elle a dû souffrir. Louis X, donc vu que c'est la personne dont je vous parle, Louis X, il a régné à partir de 1314, justement en assouplissant les règles fiscales qu'avait mis son père, parce que quand vous êtes un nouveau souverain, vous êtes toujours un peu contesté. Si vous jouez à Crusader Kings, vous savez que quand vous avez un nouveau dirigeant dans votre famille qui prend la tête du pays, il y a toujours un debuff de gens qui vous font pas confiance parce que vous êtes le nouveau souverain et qu'ils essayent, ils ont un peu d'ambition. Bon, c'est ce qui se passe. Donc Louis, il va se faire des alliés en allégeant fiscalement la pression sur ses je sais pas les courtisans, mais sur les seigneurs d'en dessous, quoi, sur les ducs, sur les comtes, voilà. Tout ça pour éviter la rébellion. L'oncle, la personne la plus dangereuse du monde. Ses vassaux, merci Glycine. Voilà, donc il ménage ses vassaux. Notamment, alors il aménage fiscalement ses vassaux, mais pour montrer qu'il est quand même si on l'emmerde trop, il est prêt à prendre des mesures. Il va chercher Enguerrand de Marigny qui avait fait chier son père et il le pend, quoi. Il le fait pendre. Enguerrand capote. Voilà. Je suis gentil, mais je peux taper. Voilà le message politique de Louis X. Au début du mois de juin 1316, Louis X est en train de jouer au jeu de paume. Pour l'anecdote, c'est la première fois qu'on entend parler du jeu de paume. C'est un vieux sport, l'ancêtre du tennis. Il est en train de jouer au jeu de paume dans la cour de son château, lorsque, après une bonne matinée d'exercice, il réclame un verre de vin glacé. On lui apporte son verre de vin glacé qu'il boit d'une traite. Très peu de temps après, il fait un malaise et s'évanouit. Il a un mal de crâne carabiné. Il a du mal à respirer. Il tousse du sang. Et le 5 juin, il décède. À 27 ans. Après moins de 2 ans
de règne. Est-ce que c'est un empoisonnement? Est-ce que c'est autre chose? On penche aujourd'hui très probablement pour une pneumonie. Il semblerait qu'il eût été atteint de pneumonie et que faire du sport, du jeu de paume, sous la chaleur du mois de juin, quand tu as une pneumonie, ça n'aide pas tes poumons. Il semblerait que ce soit la raison qui est choisie par les historiens pour sa mort. Les symptômes coïncident. Malgré tout, il y a un problème. Il est roi depuis moins de 2 ans. Et il a changé de femme en 1315. Alors, le royaume est en danger. Mais le royaume est sauvé. Clémence de Hongrie est enceinte. Elle porte un fils, un petit garçon. Elle accouche en novembre 1316, après la mort de son mari malgré tout. C'est un petit Jean. Jean qui est couronné, enfin qui est désigné roi instantanément après sa sortie du corps de sa mère. Le petit Jean, nouvel espoir du royaume, un homme. Bon, bah, pas de chance, il décède 4 jours après sa naissance. C'est le règne d'un roi de France le plus court, 4 jours. C'est Jean Ier, qu'on a surnommé de manière affectueuse Jean Ier le posthume. Ah, on sait rire. On sait rire, bien évidemment. On aime bien les petites blagues comme ça sur les surnoms. Alors, Jean Ier étant décédé, il n'y a plus de descendance possible là, parce que bon, Clémence, peut pas être enceinte du roi qui est mort. Donc, il y a une solution qui est imaginée. C'est la sœur, enfin, c'est l'autre fille, pardon, c'est l'autre fille de Louis. C'est Jeanne, la fille de Louis et de Marguerite. La fille de Louis et de Marguerite, la femme qui est morte dans les prisons. Jeanne qui avait été envoyée en Navarre, qui était reine de Navarre. Bon ben Jeanne, elle peut être reine de France. C'est pas interdit. On vous parle très souvent que c'était interdit d'être une reine, d'avoir une femme sur le trône de France. Non. C'est pas écrit quelque part. C'est une coutume. C'est simplement, jusqu'ici, en fait, ils n'avaient pas eu à devoir choisir une femme. Il y a eu toujours un héritier mâle. Donc, se posait pas la question. Mais là, se pose la question. Est-ce qu'on peut avoir une reine de France? Jeanne de Navarre? Et la question, elle est vite répondue par les seigneurs, par les nobles, qui sont des mascus et qui préfèrent, pour assurer la descendance, parce qu'en fait, il n'y a pas que le fait d'être mascu d'ailleurs, j'exagère un peu, mais en fait, Jeanne, c'est la fille d'une femme qui a été confondue pour adultère. Donc, il y a des doutes sur la paternité, sur la filiation de Jeanne. Est-ce que Jeanne est bien la fille de Louis, ou est-ce que c'est la fille de quelqu'un d'autre? Et on ne peut pas savoir. Alors, on décide de ne pas couronner Jeanne de Navarre, mais de couronner le frère de Louis X, Philippe V, le long parce qu'il était très grand. 3 rois en moins de 2 ans en France. C'est assez instable. Bonjour chef. Bonjour. Alors je vous rappelle, je finis le stream à 11h ou un peu avant parce que j'ai des choses à faire. Petit stream aujourd'hui et je m'en excuse, mais je comptais partir plus tard aujourd'hui, mais finalement je dois partir plus tôt. Je dois partir de chez moi à midi. Triste. Eh oui. Mais bon, ça va, pour l'instant on a quand même vu pas mal de choses.
Pour rappel, aujourd'hui, on a vu l'indépendance de la Belgique, on a vu la guerre de Crimée, on a vu le métro de Paris, Spoutnik, on vient de voir Louis X, le hutin. Après, c'est pas seulement parce que les seigneurs étaient des grands masculins, il voulait surtout éviter que la couronne de France passe au roi d'Angleterre, parce qu'ils avaient vu avec Guillaume le Conquérant ce qui se passe quand un roi étranger prend possession d'un autre royaume. Alors, c'est une interprétation qui n'est pas la bonne dans ce cas-là. Parce que tu confonds avec la succession plus tard pour la guerre de 100 ans. 30 ans plus tard. Là, il n'y a pas l'Angleterre dans le... Il n'y a pas l'Angleterre dans le bousin. T'as raté l'indépendance de la Belgique, exactement. Et l'indépendance de la Belgique avec votre ancien Premier ministre, Yves Le Terme, qui chante la Brabançonne, chef. Oui. Allez-y. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... C'est vraiment la Brabançonne, ça. Pardon? La Brabançonne, c'est vraiment ça. Oh, je sais pas. Voilà. Vous aurez bien sûr reconnu l'hymne américain. « 1880... Oh, pardon. Je me suis réveillé tôt. 1895. Naissance d'un acteur américain. Un peu rival de Charlie Chaplin. Spécialiste du cinéma muet. Avec des cascades, du cinéma comique. Qui a joué dans La croisière du Navigator, qui a joué dans Sherlock Junior, qui a joué dans Le Mécano de la Générale. C'est effectivement Buster Keaton, Joseph Buster Keaton. Il avait des gros yeux, on dirait Mesut Özil. Pour ceux qui connaissent. Le joueur de football allemand. Alors c'est le cinéma muet, il a fait quelques apparitions plus tard dans d'autres films, jusque dans les années 40, mais sa grosse période de succès, c'est les années 20, les années 30. J'ai vu les Américains, on voit Trump et J.D. Vance dans un groupe et Vote en la mort. Alors, j'ai rien compris. Parce que Vote c'est dans The Boys. C'est l'entreprise dans The Boys. Ils ont créé une entreprise dans The Boys? Ils ont créé la même entreprise aux États-Unis? Non, j'ai pas vu. Je dois avouer que les informations aux États-Unis, c'est un peu... Je m'intéresse... Enfin, je prends ce qui passe, mais je recherche pas vraiment. Je devrais peut-être plus m'intéresser. Mais en fait, depuis que Trump est au pouvoir et que j'ai vu que c'est un pouvoir qui allait très très vite sur la pente fasciste, qui est devenu fasciste maintenant, j'évite de me faire du mal en regardant les trucs de là-bas, quoi. C'est le mec qui coupe dans le budget. D'accord. Ok. Moi, j'avais vu le truc du département de l'immigration, là, qui avait fait le truc avec les Pokémon, mais... Ok.
1946, naissance d'une actrice américaine. Oh là, je baille. Actrice américaine. Alors, est-ce que vous savez... Je vais avoir besoin de vous, chat. J'ai pas trouvé hier les infos, mais peut-être que vous le savez si vous suivez plus que moi, si vous êtes plus connecté. Actrice américaine qui a joué dans Ray Donovan, qui a joué dans Atlantic City, qui a joué dans Feud, qui a joué dans Thelma et Louise, surtout. Thelma et Louise. Et c'est une actrice américaine de gauche. La gauche qui gauchise. À tel point qu'elle était... moi j'ai vu l'information qu'elle était sur les bateaux dans la flottille pour Gaza. Mais j'ai pas vu si elle y était toujours à la fin. C'est Suzanne Sarandon, oui. Est-ce qu'elle y est toujours? Est-ce qu'elle a été arrêtée par Israël? Écoutez, on va faire la recherche. Elle est dans l'orga, elle contribue à la com, mais elle n'était pas dans les bateaux. D'accord. C'est pas Sumit, c'est Soumoud. Pardon, c'est Soumoud Google. Ça s'appelle Soumoud, c'est un nom arabe. Je sais que tu... Hein, mais Ah, attendez, parce que... Je vais tenter. Non, ça va. Ça va, ça va. Je voulais voir si les infos que mettait Google étaient toutes des trucs d'il y a un mois. Mais non, ça va, c'est parce qu'il y avait ça en nom dedans. Ok. Donc elle est pas sur les bateaux, elle était dans l'orga. Ok. Allons écouter un peu de musique française. Fais-moi une place. Fais-moi une place. Ma préférence à moi. Ou la chanson extrêmement woke. Mélissa Métis d'Ibissa. Julien Clerc. Fais bien la chèvre. Ah bon? À moi. Pardon, mais quand vous chantez du Julien Clerc, il faut absolument faire des vibratos. Il faut limite que vous vous mettiez sur votre machine à laver pour chanter. Je viens avoir un problème. Alors attendez. Fils de Paul Leclerc, haut fonctionnaire à l'UNESCO, et d'Evelyne Merlot. Paul Alain Auguste Leclerc, né le 4 octobre 1947. Il s'appelle même pas Julien. Il s'appelle Paul Alain Auguste. Il faut chevrotter. Bonjour, tic-tac, drink, bonjour. Nananana. Ça va, j'ai bien chevroté. Ah oui, ok, des parents qui s'entendent pas, divorce, ok. Ok. Voilà, donc Julien Clerc. Imagine.
La chanson de Baratiner. Julien Clerc, Julien Doré. Très bientôt, on va voir Julien Obscur. Et on va avoir Julien Sombre. Ton prof de musique t'a fait chanter ça? Ok. Vous noterez que Julien Clerc, il faisait des clips en noir et blanc quand même. C'est à l'époque où on faisait encore les clips en noir et blanc. Donc Julien Clerc, ça vous place un peu l'âge de cette personne. D'ailleurs, 1947, ça veut dire qu'il a 78 ans, Julien Clerc, aujourd'hui. Hein? Et on dirait pas comme ça. Mais ris des vieux. Mais ris des vieux. Hein. Tous vos parents là, qui étaient fans de Julien Clerc quand ils avaient 20 ans, ils étaient fans de quelqu'un qui avait déjà 50 ans. Hein. Ouais, non, mais il faut replacer quand même l'église au milieu du village. C'est en même temps que Geshpati. Etienne. Et alors j'essaie de le faire à la Julien Clerc. Etienne. Acteur autrichien, né en 1956. De toute façon, il y a 2 acteurs autrichiens. Vous n'en connaissez que 2. C'est un acteur américain qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Et c'est pas Schwarzenegger. Ce n'est pas Schwarzenegger, eh bien non. Eh bien non. C'est l'autre. C'est celui qui a joué dans Spectre, dans James Bond Spectre, qui a joué dans Django Unchained, qui a joué aussi dans Inglourious Basterds, qui joue Hans Landa, Christoph Waltz. Eh oui, Christoph Waltz. La scène là ici. Yoli Jones, ça Twitch. Bah oui, ça Twitch d'Isodrome. Cette scène là. Il parle français, il parle allemand, il parle anglais. Christoph Waltz. Colonel Landa, voici ma famille. Colonel SS Hans Landa, mademoiselle, à votre service. Les rumeurs qui circulent dans le village au sujet de votre famille sont tout à fait fondées. Monsieur Lapedite, vos filles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Merci. Je vous en prie. Vous noterez que il ne salue que la blonde. Il ne salue pas les brunes. C'est un nazi. Oui. Asseyez-vous. Suzanne, tu veux bien aller chercher du vin pour le colonel? Ah, mais non, merci beaucoup, monsieur Lapedite, pas de vin. Voilà. Voilà, Christoph Waltz. Acteur autrichien, né en 1956, le 4 octobre. 1977. Alors... une femme de gauche, dirons-nous. Elle a été porte-parole du gouvernement de Jean-Marc Ayrault à partir de 2012, quand François Hollande a été élu président. Ensuite, elle est devenue ministre de l'Éducation. Elle a été ministre du droit des femmes, ministre des droits des femmes. Elle a un peu disparu quand Hollande s'est fait jeter. Et puis, on l'a retrouvée il n'y a pas longtemps. En fait, elle a été embauchée à la Cour des comptes, à un poste important de la Cour des comptes, out of nowhere, par Pierre Moscovici. Et en fait, c'est une façon pour l'EPS de recaser
ses pontes. Voilà, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Merci Tic Tac Dring pour le follow. Najat Vallaud-Belkacem, ce recasage a été l'occasion, je crois, de négociations entre le PS à l'Assemblée et la Cour des comptes et Macron, en tout cas les macronistes qui acceptaient de recaser Najat Vallaud-Belkacem à cet endroit-là, si le PS, en tout cas c'était dans les tuyaux de cette époque-là, si le PS ne censurait pas Bayrou avant l'été. C'était voilà, donc vous voyez Boris Vallaud, Najat Vallaud-Belkacem, bon ben la censure du gouvernement ça tient juste à un poste pour eux en fait. Voilà. Le PS quoi. Le PS, bon. C'est un président de France Terre d'Asile d'ailleurs. Et ouais. Pour en passer une réforme de l'orthographe à l'âge de 11 ans. Effectivement, Najat Vallaud-Belkacem, quand en 1980, elle a réussi, en 90, elle a réussi à faire passer la réforme de l'orthographe dont on avait beaucoup parlé, celle avec les mots oignon, avec je sais plus quel autre truc, on avait le droit de dire les haricots, voilà, et que ça avait fait des cris d'orfraie dans les années 2010, sauf qu'en fait, les gens se sont rendus compte à ce moment-là d'une réforme qui était passée 25 ans plus tôt. Et donc, du coup, ils gueulaient contre Belkacem, mais ils gueulaient contre la gauche, sauf que, en fait, c'était il y a 25 ans, quoi. Ils avaient juste 25 ans de retard, c'est juste qu'au bout de 25 ans, l'administration française a dit, bon, il y a un moment, il s'agirait de mettre en place les réformes qu'on a décidées il y a 25 ans. Bon. Et vous vous souvenez des cris d'orfraie de l'Académie française, des gens sur les plateaux télé, mais où va le français, mais où va-t-on? Qui se souvient de Fleur Pellerin? Toi. D'où le niveau lamentable en français des élèves aujourd'hui. Je pense pas que ce soit à cause de Najat Vallaud-Belkacem ou de la réforme orthographique. Loin de là. Je pense que c'est surtout le manque de moyens de l'éducation nationale, couplé à une société qui est de plus en plus dure pour les enfants, qui fait que les enfants sont en mal-être à l'école, un mal-être organisé, et le mal-être à l'école, ça fait que on apprend moins bien. À la maison, on apprend moins bien parce que les parents sont tous dépressifs, donc ça fait une génération d'enfants, plusieurs générations d'enfants qui ont beaucoup plus de mal en français que les autres, et que ceux dont on est, nous, et même les personnes un peu plus âgées que nous, que moi en tout cas, ont eu des meilleures conditions pour apprendre et pour l'école. Aujourd'hui, l'école est dans un état lamentable. C'est pas les enfants, c'est pas les élèves qui sont plus cons, c'est la société en elle-même qui est plus conne. Je pense que c'est de notre faute. Très honnêtement, je pense que les, entre guillemets, retards scolaires de nos enfants, c'est notre faute. Parce qu'on s'est entêté, et nos parents aussi, à élire des gens qui en avaient rien à foutre. Puis avec l'IA, les devoirs deviennent tellement inefficaces. Je parlais des jeunes de terminale qui me disent que l'école, tu apprends ce que tu veux maintenant, c'est de l'autodiscipline, évidemment, ça marche pas. Alors, je sais pas si tu apprends ce que tu veux. Je sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui le lycée, mais je sais qu'il y a pas longtemps, il y avait une réforme sous Blanquer où les élèves, à partir de la première, choisissaient les matières qu'ils voulaient apprendre. En fonction, il n'y avait plus de bac S, ES ou L. Voilà, tu faisais un peu à la carte. Je sais que ça a été revu, ça. Il y avait un tronc commun français-mathématiques. Et ensuite,
tu pouvais choisir ce que tu voulais. Ce qui avait créé énormément de cris, les historiens étaient devenus fous parce que à partir de la première, les élèves n'avaient plus d'enseignement d'histoire obligatoire. Et quand tu es en seconde et qu'on te demande ce que tu veux faire à l'école, en première, très peu de gens prennent l'histoire. Donc on a eu des générations, là, on a eu quelques années, 4-5 années pour les élèves, là, où l'histoire a été très peu enseignée au lycée. Ça avait créé aussi un autre problème, ça avait renforcé le patriarcat, dans le sens où quand il y avait le tronc commun et quand il y avait S, ES, L, au fil des années, on se rendait compte que de plus en plus de meufs, de femmes, de filles prenaient la filière S. Et que c'était devenu démocratisé. On était quasiment à 50-50 de garçons et de filles dans la filière S. Et pareil dans L et en ES. Sauf qu'avec la réforme Blanquer, il y a eu... finalement, c'est les parents qui influencent les filles sur ce qu'elles doivent faire. Et quand vous avez des parents qui sont sexistes, on l'est tous, et que votre fille dit maman, papa, moi je veux faire de l'informatique, je veux faire des maths, je veux faire de la physique. On lui dit t'es sûr, tu veux pas faire un truc genre les lettres, les langues, tout ça, tu veux pas faire des trucs plutôt comme ça? Et les parents, ils inscrivaient leur gamine autre part qu'en maths. Et on s'est retrouvé en 3-4 ans à une proportion de 80% de garçons pour 20% de filles en maths. Plus de 30 ans d'évolution cassée en une réforme. L'histoire, ça parle moins aux élèves parce qu'ils envisagent moins de débouchés. Mais exactement, mais parce qu'on parle beaucoup de débouchés. Quand vous êtes en seconde, on vous bombarde aujourd'hui avec votre avenir. On vous demande aujourd'hui au collège de savoir ce que vous voulez faire, de quel métier vous voulez faire, et de déjà vous préparer à vous mettre en condition pour faire ce métier. C'est pas un hasard si on avait eu récemment la sortie d'Elisabeth Borne qui disait que dès la maternelle, il fallait que les enfants aient des idées sur ce qu'ils voulaient faire plus tard, qu'il fallait accompagner les enfants en maternelle pour les orienter vers des filières technologiques, des filières commerciales en lien avec les entreprises. Enfin, l'éducation aujourd'hui n'est plus vue comme un moyen d'affirmation et de bien-être personnel, mais comme un outil à part entière pour les entreprises, pour donner de la main-d'œuvre fraîche et disciplinée aux entreprises. Si on te discipline depuis tes 4 ans à accepter ce que dit un patron et à fonctionner comme dans une entreprise, des grandes entreprises du CAC 40, eh ben forcément, tu vas pas imaginer autre chose. On a une société qui aime maltraiter tout le monde et qui apprend que c'est la norme. Je suis tellement content de la génération actuelle qui veut juste une société où tout le monde... Tout le monde commence par bien se parler. Oui. Je vois que Kefta Zotoriouk, t'es pas trop d'accord. J'ai l'impression que t'as un peu du mal avec la nouvelle génération. C'est bonjour ou salam, pas wesh mon ref. Mais ça dépend. Est-ce que c'est de l'irrespect de dire wesh mon ref? Si aujourd'hui c'est la façon de parler. Nous on disait salut, on disait coucou, on disait yo. Est-ce que c'était si irrespectueux que ça? Je ne crois pas. Je ne veux pas collaborer pour un jeu vidéo éducatif déjà fait avec le jeu Pompéi que vous pouvez prendre sur Steam. Le jeu Danger à Pompéi. Mon frère qui a seulement 17 ans est passé par plusieurs idées de métier avant son adolescence. Mais tout le monde. Moi quand j'étais petit, j'ai voulu faire archéologue, j'ai voulu faire footballeur, j'ai voulu faire... Qu'est-ce que j'ai voulu faire j'ai voulu faire journaliste, j'ai voulu faire plein de choses. Bon bah aujourd'hui je suis streamer.
En fait, Kefta, je pense que ta colère, ton ressentiment envers les jeunes d'aujourd'hui, faut pas l'avoir envers les jeunes. Je sais pas quel âge t'as, mais on a une responsabilité collective, nous adultes, pour avoir niqué l'avenir de nos enfants, de nos jeunes générations. Et que après avoir tout détruit, toutes les bases qu'on avait mis en place, qui avaient été mises en place pour nous et dont on a profité, on a tout détruit sous la bannière du sacro-saint profit et du capitalisme. Et on n'est pas en droit ensuite de reprocher à ces jeunes de pas être comme nous on était au même âge. Prochaine de retourner en études l'année prochaine, j'ai 25 piges. Et moi, tout à l'heure, j'avais postulé pour reprendre un master cette année. J'ai pas été pris, mais j'avais postulé pour reprendre un master en septembre. Alors, c'est pas pour changer de voie, parce que j'avais un master histoire. Enfin, j'ai une licence en histoire et je voulais faire un master archive, donc c'est pas forcément pour changer de voie, mais c'était histoire d'avoir un truc. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Du coup, je stream et je suis grandement dépendant de votre argent, si vous en avez à donner en plus. On ne sait jamais. Quelle heure il est ? 36. Bon, ça va, on a le temps. Qui est né ? C'est fini. Qui est né, c'est fini. Qui est mort ? On commence. On commence en 1669. « 1669, c'est la mort d'un artiste néerlandais. C'est une spéciale Pays-Bas et Belgique aujourd'hui. Quel métier tu vas retourner en études ? Tu vas devenir... peintre en figurine Warhammer. Ce n'est pas Vermeer. J'en ai oublié un qui est né. François Guizot, mais je me suis dit que j'avais pas le temps. Je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres. Betravier. Peut-être toi. Attendez, peut-être que c'est Betravier. En 1958. C'est pas toi alors ? Enseignant sur Twitch. Actuellement, oui. Dans les faits, c'est ce que je fais. Je sais pas si je suis enseignant, mais je suis en tout cas vulgarisateur d'histoire. Voilà, vulgarisateur. Je préfère vulgarisateur qu'enseignant. La 5e. Quelqu'un qui est né le 4 octobre 58. Pardonne mon ignorance, Betravier. Excusez-moi, monsieur le VIP Betravier. Paléontologue, Likenox, ben oui, paléontologue. Et ben bon courage. Bon courage. Ça va être compliqué, parce que quand aujourd'hui on voit l'état de la science... La 5e constitution. Elle a été promulguée le 4 octobre, oui, mais j'avais parlé du référendum le 28 septembre, en fait. Donc je m'étais dit que ça ferait doublon de répéter la même chose, Betravier. Tu vois, je m'étais dit que bon. C'était pas obligatoire de répéter. Comme aujourd'hui, le 4 octobre, c'est la première ordonnance pour la sécurité sociale, mais il y en a une deuxième le 19 octobre 1945. Donc du coup, j'en parle pas aujourd'hui, j'en parlerai plus tard.
Alors, le peintre néerlandais qui est mort en 1669, qui a peint la leçon d'anatomie, qui a peint la ronde de nuit, qui a peint beaucoup d'autoportraits aussi, ce n'est pas Vermeer. Ce n'est pas Vermeer, c'est quelqu'un qui s'appelle, son nom de famille, Harmensohn von Rijn. C'est Rembrandt. Rembrandt Harmensohn von Rijn. On connaît très peu son nom de famille, mais on connaît Rembrandt. Rembrandt, voilà. Écoutez le néerlandais. Rembrandt van Rijn. Rembrandt von Rijn. Rembrandt van Rijn. Rembrandt van Rijn. Voici. Hier werd geboren op den 15 juli 1606. Rembrandt van Rijn. Ouais, je le parle bien. Je parle bien le néerlandais. Mes amis belges, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Allemand avec un accent ch'ti. Mais il y a un streamer allemand que je regardais qui faisait du Hearts of Iron qui disait effectivement que pour un Allemand, la langue des Pays-Bas, ça a fait un peu le même effet que nous. Enfin, dans ce qu'il décrivait, j'avais l'impression que c'était un peu le même effet que nous. Ça a pour les Québécois, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment... c'est un peu différent. C'est l'accent, surtout, qui est la façon de parler, le ton pris, qui les gêne plus qu'autre chose. 1904, c'est la mort d'un sculpteur français, celui qui a fait les concepts pour la Statue de la Liberté. Donc ce concept qui ne s'appelait pas Statue de la Liberté à la base, mais la liberté éclairant le monde,
Bon, bah voilà. On a speedrun aujourd'hui, parce que je vais partir à 11h, mais on a speedrun le jour du jour. La version féminine de Joe Cocker. Janice Tekel, tu veux dire? Alors, c'est fini pour les gens qui sont morts, c'est fini pour les gens qui sont nés. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est la fête nationale de... pas la Belgique. Donc du coup, nope. Nope. Par contre, c'est la journée mondiale des animaux. Journée mondiale de tous les animaux. Vous savez, des fois, il y a des journées mondiales du panda, du rhinocéros, du pandarou, du capybara. Bon, ben là, tous les animaux. Est-ce que il y a un animal que vous détestez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les animaux? Il y a un truc où vous vous dites, en vrai, est-ce qu'on pourrait pas s'en débarrasser? Est-ce que ça, on pourrait pas, genre, si Dieu vient vous voir, vous en personne, et vous dit, viewers, tu as le droit, tu as le pouvoir d'effacer une espèce animale de la Terre, laquelle tu fais? Tu détestes les chevaux, Jolly Miller. Pourtant, t'as un nom de cheval. Pardon, mais le pseudo Jolly Miller, ça me fait penser à un cheval. L'humain, les fachos, les Américains, les moustiques, les humains. Ah ouais, donc vraiment, vous êtes... Ah, vous aimez pas, ouais. Les moustiques femelles, je garde que les mâles, je suis un peu miso. Eh ben, dis donc. L'humain. Ok. Pour moi... ce serait le caniche. Tous les petits chiens. Le chihuahua, les caniches, sauf les teckels. Tout ça là. Les bichons. D'une, c'est moche. De deux, c'est un caractère de cochon. De trois, je les aime pas. Non, parce que ça suffit là. Hein. Ça suffit les petits chiens. En plus, les humains qui les prennent, c'est pour avoir des jouets. C'est pour avoir des peluches. C'est pas pour avoir des chiens. Ils les prennent pour un statut social. Parce que moi, j'ai remarqué, plus ton chien est petit, plus, généralement, tu te la pètes. C'est le théorème de Bol 2. Je vous le dis, hein. Plus t'as un petit chien, plus t'as des choses à prouver en termes de moi je veux me la péter, moi je suis quelqu'un qui met des doudounes argentées, moi j'ai plein de... Voilà, c'est des gens qui veulent faire dans le bling bling avec un petit chien, mais alors qu'en fait les meilleurs chiens, c'est les chiens qui ont une vraie personnalité, les chiens qui sont grands, que tu peux envoyer, tu peux les promener où tu veux. Ces chiens-là sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus intelligents que les petits chiens qui ne servent qu'à aboyer sur des fourmis qui passent. Grande gueule, zéro couille, exactement. Ça fait plaisir de pouvoir enfin parler de ce sujet qui me tient à cœur. Et un sujet sur lequel moi, si jamais je peux avoir une collaboration avec une association, faire un événement de charité en tant que streamer, l'une des choses pour lesquelles je signerais sans vraiment les yeux fermés, c'est signer une association pour l'éradication des petits chiens. Je signerai, je ferai des streams 24 heures, je vous demanderai de donner de l'argent pour qu'on les abandonne, voilà, qu'on les donne tous, peut-être, allez, on les met tous dans la cellule à Sarkozy. Les moustiques, je les aime bien. Non. Mais je vis dans le nord de la France. Je suis moins embêté par les moustiques que certains. Tous, les Kenox. Tous. Mes chiens préférés sont grands, blonds aux yeux bleus.
Je veux dire des Golden Retrievers. Est-ce que les Golden Retrievers, ce serait pas les nazis des chiens? Oui, voilà, on les libère. On peut, allez, à la limite, oui, alors, on les libère dans la savane. Même pas dans la forêt. On les libère dans la savane africaine, au Kenya. Et on voit comment ils se débrouillent. Ou dans la jungle. On les envoie en Amazonie. On leur met un tracker. Et puis on regarde comment se débrouillent les caniches. Là, on rigole. Là, ça serait drôle. Là, on pourrait faire une télé-réalité. Et voyez, c'est ça la supériorité des chats sur les chiens. C'est que tu libères les chiens, les petits chiens, les gros chiens, c'est pas pareil. Tu libères les petits chiens, ils savent pas se débrouiller dans la vie. Tu libères des chats, les chats, ils vivent très bien. Ils ont pas besoin de toi pour survivre dans une forêt amazonienne, dans une savane. Les chats, ils chassent tout, ils s'en foutent. Alors que bon, les chiens, ils seront là, et puis ils feront rien d'autre. Tu unsub. Jack Russell, c'est trop cool et tu veux t'en débarrasser. On pourra faire quelques exceptions. Il faudra passer au bureau pour faire des présentations de pourquoi ce petit chien est important. C'est archi faux, mais c'est faux. Alors, Likenox, je suis peut-être en train d'exagérer beaucoup. Peut-être. Peut-être que voilà, je ne prends pas tout à la lettre. Bien vu, Glycine. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Faut que tu étudies la féralisation. Où est le truc avec les métals, le métal et tout là? Les animaux en métal, genre les statues en bronze et tout. Tu connais. Les chats, ça se produit très vite. Oui, ça c'est un problème. En Australie, ils ont un gros problème de ça. Les gros chiens peuvent pas se débrouiller, ils ont perdu leur instinct de prédateur. Non, mais moi, attendez, vous avez mal compris, je ne suis pas sérieux. Vu que dans le chat, je vous ai posé la question de quel animal vous voulez vous séparer, et vous avez tous dit soit les moustiques, soit les hommes, quasiment tous, bon bah je me suis dit il fallait que je trouve quelque chose d'autre. Et bah voilà, j'ai bien fait, j'ai trouvé les chiens, les petits chiens, ça a fait un petit débat. Mais attendez, voilà, je sais que vous étiez premier degré. Vous étiez prom dog, je sais que généralement, ce genre de débat, les chiens, les chats, les chevals, les vachales, les cochonnes, tout ça là, ça fait soulever les foules. Tu n'as aucune phobie d'animaux, les araignées. Je n'aime pas les araignées. Les araignées, c'est un problème. Je ne parle jamais mal des chiens par contre. Soviets, il y a des chiens, franchement, ils sont un peu cons. Bah, Johnny Miller, tu les récupères. J'espère que tu leur avais accroché un fil et que tu vas pouvoir aller les récupérer. Pourquoi j'ai pas dit ça? Parce que je sais que les araignées, je déteste les araignées, mais je sais que les araignées, c'est utile à l'écosystème. Et notamment, ça mange des moustiques. Donc du coup, je sais que, bon, malheureusement, on peut pas décider de se séparer des araignées. Sachez que pendant 3 jours, j'ai eu une araignée dans ma douche. Bah, je me suis pas lavé, forcément. Bien évidemment. Elle était en haut. Bon, bah, j'attendais qu'elle parte, quoi. Je lui ai dit, bon, bah, vas-y, douche-toi pendant 3 jours, et puis bon, moi, je le ferai après. Les petits chiens sont utiles à leurs propriétaires. C'est spéciste, du coup. Ah ah. Aujourd'hui, c'est aussi le premier jour de la semaine, la semaine mondiale de l'espace. Et ben oui, pour fêter Spoutnik, en fait, tous les ans, du 4 au 10 octobre, c'est la semaine de l'espace. Donc, il y a plein d'événements liés à l'espace et à l'astronomie partout autour de chez vous. N'hésitez pas à y aller si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez découvrir ce domaine scientifique qui est extrêmement passionnant. Salut, c'est Thomas Pesquet.
En France, c'est la journée nationale des aveugles et des malvoyants. Donc, je vous recommande, pour la journée nationale des aveugles et des malvoyants, l'État français, le gouvernement, a mis en place, il a publié ce matin, une nouvelle directive. Il faudrait qu'à 20h, si vous pouvez, vous sortiez sur votre balcon ou à vos fenêtres et que vous fassiez coucou, en silence, pour les aveugles et les malvoyants. C'est pour leur dire qu'on est avec eux. Voilà, on leur fait signe. C'est une nouvelle directive de la France. J'espère que vous ferez ça tout à l'heure. Ils seront contents. Est-ce qu'il faut débarrasser les aveugles de leur chien guide? A-t-on déjà vu un chihuahua guide? Je ne crois pas. Tu ne pas sortir sur ton balcon parce que t'as un TGNR dessus. Bah, je comprends bien. Je comprends très bien. Prénom du jour, Paco. Paco, est-ce qu'on connaît des Paco? Paco Rabanne, Paco Noël au balcon, Paco Tison. Paco... Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Autre prénom, Or et Aurore. Le pack office. Or et Aurore. Pétrone. Pétrone, prénom romain, hein, prénom latin, Pétrone. Allons observer Pétrone. Il y a un empereur qui s'appelait Pétrone, Pétrone Maxime. Pétronius, écrivain romain, Pétrone. Il y a eu un empereur, Pétrone Maxime, qui s'appelait comme ça, je crois. L'autre prénom, c'est Roxane aussi. Roxane. Oh, Roxane. Roxane. Na, ni, 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 na, ni, 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 ni. Prénom Sarmat, du vieux persan. Raoukshana, signifiant brillante comme l'aurore. Ah bah Aurore. Si vous appelez Pétrone, vous devez sûrement payer l'attaque Zuckman. 3 fois même. Il y a des araignées et des ponts dans tes volets. Je ne vais même pas regarder à quoi ça ressemble. Autre prénom du jour. Et c'est 3 fois le même, mais une fois breton. Alors, il y a le prénom François. François quoi. François Bayrou, François Ier, François Feldman, François Rollin, tous les François Hollande. Alors il y a Funch aussi, effectivement. Alors aujourd'hui c'est tous les François et les dérivés de François. Alors tous les dérivés de François, il y en a plus de 100. Donc effectivement vous pouvez y aller. En Ukraine c'est František. En Pologne c'est František. France, voilà tout ça. Vous avez en France un dérivé de François qui est désuet, qui n'existe plus. C'est Françounet. Le petit Françounet. Françounet. Est-ce que c'est pas joli ça? Bonjour Wannabe Doggy, bonjour à ceux qui arrivent. Alors désolé mais le stream est déjà en train de se terminer. Je pars de chez moi à midi. Donc c'est un stream rapide. Et donc, vous l'aurez deviné, les Bretons, lorsqu'ils ont vu que le prénom du jour c'était François, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, bah, nous on va copier, mais pas pareil. Alors, copier pas pareil, ça donne le prénom breton.
Française. 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 Voilà. Voilà le prénom breton du jour. Alors, même Google ne le connaît pas. Octobre. 4 octobre. Saint Française. À quel moment à quel moment, chers amis bretons, vous allez avouer que parfois vous inventez des trucs. Genre vous inventez une paternité, une culture, une histoire, une étymologie à vos mots, une prononciation. Alors ton fils il va s'appeler beaucoup de choses, moi là, hein, j'ai l'impression. Chaque prénom breton tu le dis, ton fils et ta fille, tes enfants vont avoir des prénoms. Ouais. Les bretons des attention war. Alors, j'aime pas le terme attention war, mais ok. Combien de prénoms assument leur breton en en portant un? Très peu. Et ils s'appellent tous Loïc ou Gwen. Ou Gwen Loïc. Ou Loïc Gwen. Ou Nolwenn. Mais pas plus. Ou Loïg. À la limite, ils peuvent s'appeler Loïg. Mais bon. Enfin, dicton du jour. À la Saint-François, la bécasse est au bois. Alors, la bécasse. Est-ce que c'est Bécassine, ma cousine? Ou est-ce que c'est l'oiseau? Je pars chasser. C'est exactement ça. La bécasse est dans les bois. Les gars, les filles, c'est le moment. Les personnes non binaires, c'est le moment d'aller prendre vos fusils et d'aller chasser la bécasse. Allez, on part à la bécasse. Sortez les caniches. Tu vas aller à la médiathèque dessinée. Eh ben, bon après-midi, bon samedi et bon week-end, l'Equinox. Merci d'avoir été présente. La bécasse, c'est de la bière belge. Et la ducasse, c'est les fêtes foraines dans le nord de la France. On pourra confondre les bécasses et les promeneurs. Je ne suis pas responsable de ça. Normalement, alors la bécasse, alors, quand vous la voyez et que vous lui tirez dessus, elle crie. Alors que le promeneur, quand vous le voyez et que vous lui tirez dessus, il crie. Mais alors, c'est pas pareil, tu vois. Donc faut faire attention à ce moment-là. T'as pas le droit de ramener un promeneur chez toi. Tu dois le reposer dans l'endroit où tu l'as trouvé. Ok ? Attention parce qu'il y a des promeneurs qui sont un peu dangereux. Parfois ils ont des vélos. Les vélos c'est dangereux. Donc n'hésite pas. Hein, ils sont un peu plus durs à choper ceux-là. Ils vont vite.